On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Karim Zerebi, avec François Pupponi qui est député, avec Joseph Massescaron, écrivain, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. On va parler de ces policiers, 7 policiers hors service qui ont été agressés hier soir en plein cœur de Paris, du côté de la place Stalingrad. Ils travaillent dans le groupe crack de la brigade de répression des fraudes et ils ont été tout simplement reconnus par des dealers qui se sont jetés sur eux à plus d'une dizaine d'individus. C'est ce que nous explique Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Alors qu'ils n'étaient pas en service, 7 policiers de la brigade des réseaux franciliens qui sortaient d'un dîner cette nuit vers 2h du matin dans le 19e arrondissement de Paris ont été pris à partie près de la place de la bataille de Stalingrad par 3 individus. Selon les policiers, il s'agissait de vendeurs de crack qui les auraient reconnus parce qu'ils travaillent au quotidien dans le groupe de lutte contre les stupéfiants. Rejoints par d'autres individus, ce sont au total une dizaine d'agresseurs qui ont frappé les policiers à coups de chaîne ou de bouteilles avant de prendre la fuite. L'un des agents souffre d'une fracture ouverte du doigt, tandis que ses collègues ont été légèrement blessés. Rapidement après les faits, un homme de 26 ans a été interpellé par les policiers de la BAC 75N et placé en garde à vue pour violences aggravées. Selon nos informations, il s'agit d'un Gabonais en situation irrégulière sur le territoire. Merci Sandra. Il s'agissait donc de policiers de la brigade des réseaux franciliens. François Pupponi, c'est vraiment, on est les policiers hors service reconnus par des dealers qui se font tabasser par les dealers en plein cœur de Paris. Vous avez des dealers qui n'ont rien à perdre, personnes en situation régulière qui vendent du crack, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont plus peur de rien, ils sont capables de tuer un policier n'importe où, n'importe où. Oui, c'est la jungle, là. Et on bascule dans l'anarchie. Voilà. Et donc, effectivement, ces policiers font un travail exceptionnel, mais ils peuvent se faire tuer au coin de la rue en rentrant chez eux. Parce que, je répète, ils ont en face d'eux des gens qui sont souvent aussi, qui prennent des produits, hein, parce qu'ils sont à la fois dealers et consommateurs, et ils n'ont rien à perdre. Ils sont capables de tout, y compris d'une hyperviolence. Donc effectivement, on est dans le dur là, et il va falloir se battre longtemps pour mettre de l'ordre, éradiquer les trafics et faire en sorte que les policiers ne se fassent pas tuer. Mais ils savent qu'ils peuvent risquer leur vie à n'importe quel moment. Mais là, on parle de 8 policiers qui sont littéralement tabassés. Vous vous rendez compte pour le citoyen lambda? Vous savez, bien sûr, mais quand vous avez un individu comme ça, qui n'a peur de rien, qui a pris des produits, les coups, ça leur fait rien. Ils ne sont plus utilisés. Ils sont capables de tout. Bon, et c'est là où c'est extrêmement dangereux et insupportable. Mais dès lors qu'on a attaqué ces trafics, et il fallait le faire. Moi, j'ai toujours dit que ça n'allait pas se passer en quelques jours et que les dealers n'allaient pas dire, écoutez, excusez-nous, on a fait des bêtises, on arrête. Hein. Non, mais Joseph Massescaron. Normalement, il était question que ces vendeurs de crack étaient déplacés, puisqu'en permanence on les déplaçait. En fait, on les a jamais déplacés. Je peux le dire parce que je les ai vus. Mon fils habite Stalingrad. Bon, et il habite évidemment cet épicentre. Et combien de fois, et d'ailleurs, il a dû intervenir avec d'autres personnes parce que c'était, là, je pense aux gens qui habitent là-bas, parce que c'était généralement des jeunes femmes et tout à qui ils essayaient comme ils étaient sous crack, d'arracher un sac, d'arracher une montre, quoi qu'il soit possible. Voilà. Et donc, on est en effet dans c'est la jungle, c'est le Far West, c'est tout ce que vous voulez, sachant qu'il y a un commissariat non loin, le commissariat Louis Blanc, qui est juste à côté, qui est un gros commissariat de Paris. Est-ce que pour ça change quelque chose? Ça ne change absolument rien, on le sait très bien. Donc cet endroit-là, mais ces endroits sont multipliés, parce qu'on parle de ça, mais on pourrait parler évidemment d'autres endroits en France, la Guillotière, etc. etc. Bon. Donc on a vu la question qui était liée par exemple au cannabis, on voit maintenant au crack. Le problème général, c'est en effet comment arriver à ce que on a dépassé le fait. Avant on disait que c'était des territoires perdus de la République. C'est plus des territoires perdus de la République. C'est des jungles, et c'est des jungles qui se multiplient. Voilà. Donc la question, quand même, où les politiques devraient, en effet, ceux qui se présentent, notamment, devraient être interpellés, c'est qu'est-ce qu'ils comptent faire réellement, sans que ce soit des rotomontades ou des discours théoriques, pour répondre. C'est d'autant plus intéressant qu'on voit dans tous les articles, on nous explique que les gens qui ont agressé les policiers, pour certains, sont connus des services de police. Donc les policiers savent qui les a agressés.
et ces gens sont toujours dehors. Or, à un moment donné, quand vous êtes policier, normalement, vous êtes assermenté. Autrement dit, votre parole est censée être créditée et faire foi. À ce moment-là, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un travail qui est fait associant la police et la justice sur ces questions de trafic de drogue et de gros points noirs à l'intérieur des villes, parce que c'est un vrai souci. C'est-à-dire que ça peut faire basculer effectivement dans l'anarchie tout un secteur, de manière à frapper vite, à frapper fort et à ce que les sanctions tombent rapidement et que ce soit des peines de prison fermes. Il y a un moment où on ne réglera le problème qu'en enlevant les individus qui sont justement ces vendeurs et ces dealers. Et on a le sentiment, à voir la réitération des faits, on fait effectivement des rodomontades, mais que derrière, il y a une chaîne qui n'est pas mise en place. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Ça accroît le sentiment d'impunité des voyous et des dealers. Ça accroît la peur de la population qui se dit, si même 8 policiers ensemble se font rosser, alors moi, quelle est ma capacité à continuer à vivre normalement? Juste une seconde. On se félicitait tout à l'heure, Karim se félicitait des mesures en effet positives de Olivier Véran qui a dit il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de couvre-feu. Mais attendez, pour les gens qui habitent là, il n'y a pas d'épidémie, mais il y a un couvre-feu. Il y a un couvre-feu. À la Guillotière, il y a un couvre-feu. À Marseille, il y a un couvre-feu. D'accord. Donc oui, il y a des populations, des segments entiers de la population française qui vivent sous confinement et sous couvre-feu. Vous avez raison. Et Karim, depuis des années. Non, moi, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est d'entendre dire François Pupponi, il a raison, et c'est pas à lui que je fais le reproche évidemment, mais le fait qu'il nous le dise, ces gens-là n'ont peur de rien. Cette phrase me choque. De ne pas avoir peur d'être dans une démarche aussi grave et choquante. Ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème, je dirais, de créer la crainte par nos mécanismes, j'avais dû dire, républicains. Deuxième sujet qui me choque, c'est que c'est devenu une banalité, la plus absolue, d'attaquer nos forces de l'ordre. C'était du domaine de l'exceptionnel il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est du domaine du quotidien. Quotidiennement, on a entre 50 et 70 attaques sur nos forces de l'ordre, de formes multiples, donc tous les jours. Il y a quand même un gros problème de société avec cet état de fait. Donc, moi, je me dis, quand vous avez un Gabonais, et qu'il soit Gabonais ou Américain, c'est pas le problème, hein. Je veux dire, je focalise pas sur le fait qu'il soit Gabonais, mais en situation irrégulière, dealer, qui ça n'est encore pas suffisant, qui va s'attaquer aux forces de l'ordre, qui leur crée un guet-apens et qui veut quasiment les agresser au point presque de les tuer, on se dit mais il y a un problème quelque part. Je veux dire, c'est plus de rien dont il a peur. C'est qu'il se permet tout ce qui est impossible à imaginer. Ça n'est même pas pensable. Et comment se fait-il que cette personne qui est en situation régulière puisse rester 24 heures de plus chez nous ? Le bon sens, moi je vous le dis, je suis pas un fanat de l'expulsion, je focalise pas sur les sujets d'immigration, c'est pas mon style, moi j'ai pas de fonds de commerce là-dessus. Mais quelqu'un qui est en situation régulière, qui agresse une force de l'ordre, on le met dans l'avion, on le ramène chez lui. Il n'y a même pas de discussion possible. Mais bien entendu, avant qu'il agresse les forces de l'ordre, il est en situation régulière, il vend du crack en plein Paris, on le connaît. Des forces de police, donc il suffit juste de l'interpeller, et on sait qu'il est en situation régulière, on le renvoie dans son pays. Voilà, c'est sûr. Eh ben non. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Parce que le problème il est là, c'est qu'en fait on n'est plus capable, et donc ces individus, je répète, moi j'avais visité à l'époque la colline du crack, ce ne sont que des étrangers en situation régulière qui dealent, tous. Mais devant les policiers. Ils s'appellent les Moudous. Et Moudou, il y avait des Afghans, il y avait donc on les connaît tous, ils les connaissent. C'est ce que nous disent les policiers. Et le problème, c'est le retour à la frontière. Alors, mais le problème aussi, c'est qu'on dit, d'accord, on va le prendre, on va le renvoyer chez lui, il va revenir. Si la sanction, c'est uniquement le renvoyer chez lui, le lendemain il peut revenir, est-ce que c'est la sanction ? Là, dealer, il risque quoi ? 1 an, 2 ans ? Il se fait prendre pour deal. Allez. Mais à la limite, que la peine qu'on lui inflige, il la fasse dans son pays d'origine. Oui. Enfin, ça, franchement, nos prisons sont déjà pleines. Donc saturées. On va encore prendre en charge quelqu'un dans nos prisons. Donc lorsqu'il va sortir, il sera récidiviste. C'est toujours en situation régulière. Qui risque pas grand-chose. De toute façon, rappelons quand même que les autorisations de quitter le territoire, enfin les ordonnances pour quitter le territoire, ne sont même pas appliquées. Qu'on est sur des... Voilà, c'est absolument dérisoire. Qu'en plus, vous avez moult recours qui font que même quand, à la fin, elle est prise, vous rentrez dans des
système qui dure des années et des années. Là-dessus, il va falloir peut-être arrêter d'être dans la théorie et regarder concrètement les cas et essayer vraiment de faire appliquer ces expulsions. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'effectivement, ça rend la situation très compliquée pour des gens qui sont en situation d'immigration régulière et qui, du coup, sont regardés de travers et ne trouvent pas leur place. Donc, il faudrait vraiment qu'on travaille sur ces questions-là. Ce que dit Céline est fondamental. Je pense qu'on focalisera dans le débat public avec de l'hystérie, avec, je dirais, de l'irrationalité sur l'immigration légale, tant qu'on ne réglera pas cette immigration illégale. Je suis désolé de vous le dire, on peut avoir un débat serein sur l'immigration, qui on accepte, pourquoi, quand, comment, étudiants, travail, on peut parler de tout ça, on doit parler de tout ça. Mais ça pollue le débat, le fait qu'on ait 500, 600, 700, 800 000 personnes dont on ne sait même plus le nombre en situation irrégulière sur notre sol, dont on est impuissant à apporter une réponse qui est celle du retour dans leur pays. Vous vous rendez compte de l'impuissance de la République ? Comment voulez-vous que la République apparaisse ? On parlera dans un instant du drame de Calais, de ce qui s'y est passé. J'aimerais juste vous donner un autre exemple de l'insécurité. Ça s'est passé à Mantes-la-Jolie. Là, ce sont des voitures de la police municipale qui ont été tout simplement incendiées. Regardez et écoutez les explications de Karine Bouteloup et Sybille Delettre. Les voitures de patrouille étaient garées devant le poste de police. Ça n'a pas freiné les incendiaires. En quelques minutes, 2 véhicules ont été complètement détruits. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Une situation inédite à Mantes-la-Jolie, selon le maire Raphaël Cognet. On ne peut pas s'empêcher de penser que le projet, c'était d'attaquer l'autorité de la police, des forces de l'ordre. Et donc, effectivement, en tant que maire qui détient les pouvoirs de police, on a été extrêmement choqués avec toute l'équipe municipale. Les faits se sont déroulés vers 1h du matin, alors même que le poste de police est ouvert toute la nuit, 7 jours sur 7. Depuis 1 an et demi, les pressions contre la mairie se multiplient, mais jamais encore la police municipale n'avait été prise pour cible. Un cap de trop pour Bruno Bartocchetti du syndicat SGP Police FO. Encore une fois, on subit, on passe à des caps. À partir du moment où on découvre de tels faits nouveaux, rares, eh bien forcément on est choqué. Les images de caméras de surveillance sont en cours d'exploitation. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine des Yvelines. Ce qui est surréaliste, c'est que tout ça est filmé par les voyous et posté sur les réseaux sociaux. On brûle les voitures de police devant les locaux de la police, mais ils assument. On subit, mais il a raison. Bien sûr, moi j'ai connu un cas. Les policiers interpellent des jeunes dans un quartier. 2 heures après, ils prennent un scooter. Ils vont dans le commissariat avec un cocktail Molotov et ils tirent le cocktail Molotov sur les voitures, dans le commissariat, dans le parking du commissariat. Quand je dis qu'ils n'ont plus peur de rien, on est arrivé à un niveau où de toute façon la peur du gendarme n'existe pas, ils sont capables de les affronter, ils sont capables de tirer, parce que là, quand je dis qu'ils n'ont peur de rien, ils le font, ils assument. Ils viennent pas de la planète Mars, ça serait pas compliqué de les retrouver. Voilà, on sait à peu près qui c'est, et ils assument en disant voilà, on est chez nous. Enfin, globalement, pour voir un peu comment ces jeunes évoluent, on est chez nous, c'est nous qui faisons la loi, et on n'a plus peur de vous. Voilà. Parce que la police est conçue comme une sorte de bande rivale. C'est ce qu'on dit souvent ici, et c'est conçu comme une bande rivale, voilà, et que, en effet, la responsabilité d'un certain nombre de politiques qui permanent sortent des slogans du type la police tue ou ce genre de choses, évidemment, confortent leur point de vue. Voilà. On l'a entendu récemment. Céline Pina. Regardez, il y a eu le débat il n'y a pas longtemps des LR et il y a eu une petite altercation entre Xavier Bertrand et Léa Salamé pour le coup. Xavier Bertrand parlant, non, c'était l'autre. Xavier Bertrand parlant justement des peines planchées et des peines automatiques quand on agressait un représentant de l'ordre qui pouvait être un policier, mais éventuellement au-delà. Et Léa Salamé lui dit mais si vous faites ça, vous allez contre l'individuation des peines qui est protégée par la déclaration de 1789 et notamment l'article 8. Sauf que si vous allez lire l'article 8, c'est pas vrai. Le principe d'individuation de la peine, il va être tiré d'une certaine lecture de l'article 8, mais les termes ne sont pas exacts. C'est une interprétation juridique. Je ne veux pas dire qu'il faille mettre des peines planchées partout, mais que la politique et le droit, ça doit servir les habitants. Quand vous êtes face à des situations pareilles, oui, cette réflexion sur les peines automatiques et les peines planchées, quand ce sont des forces de l'ordre qui sont attaquées, elle
elle devient nécessaire. Et elle ne doit pas être repoussée d'un revirement de main par pur juridisme en niant la réalité. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se produire, alors qu'on avait le sentiment que dans cette campagne, il y avait des paroles vraies qui pouvaient être dites. Karine Zerebi. Ces images me rappellent dramatiquement l'épisode, vous devez tous vous en souvenir, où une voiture de police était incendiée avec les fonctionnaires à l'intérieur. C'est ça. Grigny, vous vous rendez La compte, grande borne, oui. on n'est pas en train de dire qu'on va créer un désagrément sur du matériel. La volonté, c'était de brûler vif de fonctionnaire de police à l'intérieur de sa voiture. Et ça m'amène effectivement à rappeler que le plus grand nombre de suicides se situe dans la police nationale. Et c'est effarant de voir combien les familles peuvent être anxieuses et de plus en plus avoir le père ou la mère. Hein, parce que, une femme ou un homme peut être gardien de la paix, lieutenant, capitaine, commissaire, partir le matin, quitter son domicile, quitter sa famille, embrasser ses enfants, sans savoir peut-être le soir si elle reviendra vivant. Et trouver le nom de ses enfants tagués sur les hauts d'immeubles. Bien sûr. Et c'est pour ça que, quelque part, nous n'avons pas le droit de laisser planer quelques doutes que ce soit sur le soutien apporté aux forces de l'ordre. Bien sûr qu'il y a dans les forces de l'ordre, comme dans toutes les corporations, quelques brebis galeuses. Ce ne sont pas pour ces brebis galeuses que nous devons laisser planer le doute et jeter l'opprobre sur la déontologie, le respect de la déontologie de l'immense majorité des forces de l'ordre, qui font un travail de plus en plus difficile, dans des conditions extrêmement difficiles. Nous ne devons pas faire preuve de faiblesse. On ne doit pas laisser une faille, une once de doute sur le soutien qu'on doit leur apporter. C'est d'ailleurs pour ça, je me permets de le dire à l'antenne de Punchline, que j'ai soutenu et que je soutiens une action qui est menée à Nîmes le 18 décembre prochain pour les orphelins de la police nationale. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de familles aujourd'hui qui sont privées de papa ou de maman parce que un gardien de la paix part le matin et ne rentre pas le soir. Il faut que nous prenions conscience de ça. Et Joseph l'a dit, des politiques se laissent aller, dérivent parfois sur cette question-là. On ne doit pas faire preuve de faiblesse vis-à-vis du soutien aux forces de l'ordre. Tout petit mot, François Pupponi, sur cette peine automatique évoquée par les Républicains en cas d'agression des policiers. Vous êtes favorable ou pas ? Il va falloir y arriver. Enfin, il y a deux sujets. Il y a à la fois les peines exemplaires et minimum, parce qu'il faut qu'on y va. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait donc c'est un peu le sujet de la campagne électorale. Qu'est-ce qu'on fait des clandestins dans notre pays qui sont des délinquants qu'on ne peut pas sanctionner dans un certain cas et qu'on ne peut pas renvoyer chez eux. Là, il va falloir qu'on trouve une solution aussi. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la rétention administrative qui dure plus longtemps ? Enfin, tout est inimaginable, même si les textes européens limitent les capacités de faire. Mais en tout cas, la question va être posée fortement par les Français, parce que, je répète, on ne peut plus accepter. En tout cas, les Français ne l'acceptent plus. Donc, il faut qu'on fasse évoluer notre législation.